Bonjour, bienvenue dans l'épisode 22 de Dessine-moi un divan, le podcast pour penser la psychanalyse autrement. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, et je vous propose aujourd'hui de vous dessiner une séance. Après avoir vu comment débutent les séances dans l'épisode précédent, nous allons voir à quoi ressemble le cœur d'une séance. Vous êtes prête ? Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend ? C'est parti ? À moins de n'avoir jamais vu un film ou une série de votre vie, vous avez déjà eu un aperçu cinématographique de ce à quoi ressemble une séance psy et peut-être même une séance de psychanalyse. Mais, il y a toujours un mais, les séquences filmées ont beau s'inspirer de la réalité, je n'ai, à ce jour, vu aucun extrait de film ou série qui recrée véritablement ce à quoi ça ressemble une séance d'analyse. Bon, si vous en avez vu, dites-le moi en commentaire, j'irai voir. Il ne suffit pas d'un divan avec une personne allongée dessus qui parle à une autre personne assise dans un fauteuil. Combien de fois, alors que j'étais analysante, je me suis dit que si quelqu'un écoutait telle ou telle séance, il ne comprendrait rien, se demanderait vraiment de quoi on parle, ou bien me prendrait pour une folle, ou trouverait ça génial, ou encore s'ennuierait profondément. Parfois c'était un monologue, parfois c'était un dialogue. Et encore, comme on n'est jamais seul dans sa tête, quand bien même il n'y avait que moi qui parlais lors de certaines séances, plein d'autres personnes étaient convoquées, puisqu'on est toutes et tous traversés de récits, de discours, que flottent autour de chacun de nous et en chacune de nous les univers que constituent les personnes de notre entourage et la société, bref, tout ce qu'on a intériorisé. Donc, même quand une séance a l'air d'être un monologue, même quand je ne dis pas un mot, l'analysante ou l'analysant discute avec lui-même, avec moi tel qu'elle se figure que je dirais les choses, avec un parent, une amie, la société, etc. On n'est jamais seul dans notre tête. Jamais. Une séance, c'est un voyage, un vrai. De ceux où même quand on a un plan et un itinéraire, on ne vit jamais ce qu'on était parti pour vivre. Parfois, les analysantes et analysants savent de quoi ils veulent parler. Parfois, elles oublient ce dont elles voulaient parler alors que dans la salle d'attente ou avant de composer mon numéro, elles l'avaient parfaitement en tête. Parfois, elles ne savaient pas de quoi parler. Et c'est très bien, on part alors sur ce qui vient. Je dis on part car c'est un départ. On part en voyage et on voit qui et ce qu'on croise en cours de route. Le principe de libre association est celui selon lequel on suit les mots, les idées, les images telles qu'elles viennent. Il arrive qu'une personne dise « ça n'a rien à voir, mais je pensais à ça et... » Et si, ça a toujours à voir. Si une personne pense à une chose alors qu'elle semblait parler d'un truc qui en apparence n'est absolument pas lié, il y a un lien. Ce n'est pas parce que le chemin bifurque brusquement qu'on s'est perdu en route. On fait des liens. Et puis parfois, ça bloque. Le cerveau bug, c'est le brouillard. C'est généralement le signe qu'on approche d'un nœud. Pas forcément énorme, pas forcément extrêmement douloureux, mais suffisamment bouleversant pour que ça se mette en pause. C'est ok, il ne s'agit pas de forcer, de presser, et puis ce n'est de toute façon pas possible. Quand une personne jette un brouillard dans son psychisme, c'est qu'elle en a besoin, c'est qu'elle a besoin de ralentir le pas, que ce n'est pas encore le moment de lever le voile sur tel ou tel nœud, et c'est ok. Oh, c'est flou, c'est brouillon, ce n'est pas structuré, disait l'autre jour une analysante. Alors, ce n'est pas dit que ce ne soit pas structuré. Là encore, ce n'est pas parce qu'il y a un virage en épingle ou qu'on a fait un pas de côté qu'il n'y a aucune logique, aucun lien. Il y en a toujours, même si parfois, ça ne se dévoile que dans l'après-coup. 2. Une séance d'analyse, ce n'est pas une dissertation ou un commentaire de texte. Il ne s'agit pas de faire un plan en 2 ou 3 parties avec exemple à l'appui pour étayer tel ou tel argument qui doit s'insérer harmonieusement dans telle sous-partie avec des connecteurs logiques et un langage soutenu. Non. Une séance d'analyse, ce n'est pas un exercice qui a pour but d'être évalué. Tout a donc sa place. Les silences, les exclamations, les pleurs, les rires, les brouillards, les épiphanies, les hésitations, les bugs, les mensonges à soi-même, les mensonges aux autres, les souvenirs, les joies, les traumas, les gens, la société, l'humanité tout entière. L'idée est donc d'improviser, c'est-à-dire de faire avec ce qui surgit, ce qui est imprévu, mais qu'on laisse émerger. Car, je le dis et je le répète, on ne se fait pas de coups bas. On ne se dit pas à soi-même ce qu'on n'est pas en mesure d'entendre et de traverser. Si une personne n'est pas en mesure d'entendre telle ou telle chose de son histoire, elle ne se le dira pas et fera tout pour ne pas se le dire. Quand une personne est en mesure, pour plein de raisons uniques et différentes à chaque fois, de se dire certaines choses et de traverser ce que ça va créer, alors elle se le dit et l'entend. Dire et se dire à travers une mise en récit, qu'elle soit individuelle ou collective, voilà de quoi la psychanalyse est le lieu. La psychanalyse est un acte privé, dans lequel on peut tout dire et tout cacher. Parce que oui, on a le droit de ne pas tout dire, ni à soi ni à l'autre, car ça reste un rendez-vous avec soi avant tout. La parole qui émerge n'est pas destinée à l'analyste,
ou celle ou celui supposé savoir, et qui ne doit pas être dupe du fait que rarement l'analysant ou l'analysante s'adresse à elle ou à lui. Cette parole, qui peut enfin se dire, elle est pour l'analysant ou l'analysante. Il s'agit de se parler à soi, en s'adressant aux autres grâce à l'écoute d'un tiers. En cela, on peut, en analyse, parler aux autres sans s'adresser à eux. Enfin, si, on s'adresse à eux, mais on ne leur exprime pas directement les choses. Cette question de l'adresse est dynamique et multidimensionnelle en psychanalyse. Bien souvent, nous ne nous adressons probablement pas à une seule personne, et encore moins à qui nous croyons nous adresser. À qui est-ce que je m'adresse quand je prends la parole ? Est-ce à moi ? Aux autres ? À celles et ceux que je ne nomme pas ? À l'analyste ? À ma famille ? À la société ? D'ailleurs, la question de savoir à qui on parle et pourquoi est omniprésente, y compris quand ça a l'air d'être clair et limpide, comme quand une personne prend la parole dans un meeting politique par exemple. Et oui, même quand une personne décide de représenter le peuple, sachant qu'elle est censée représenter celles et ceux qui ont voté pour elle, tout autant que celles et ceux qui ont voté pour d'autres, ou n'ont pas voté, à qui s'adresse-t-elle lorsqu'elle prend la parole ? Qui veut-elle défendre, convaincre, dénoncer ? De quel support la démocratie se fait-elle alors l'objet ? Et surtout, quelle histoire personnelle, familiale est en train de s'écrire avant même que cette parole participe à une histoire collective ? Cette personne parle des autres, elle parle aux autres, mais ce faisant, elle parle d'elle, et elle parle à celles et à ceux à qui elle pense le moins s'adresser peut-être, et en premier lieu, à elle-même. Quand nous disons « je », à qui le disons-nous ? Quand on parle, on met en récit. Et on n'a pas besoin d'attendre de parler pour mettre en récit, car on met tout en récit tout le temps dans notre tête. Et le récit qu'on se fait est une forme de fiction. Non seulement, nous ne dirons pas tout, quand bien même nous passerions notre temps à dire absolument tout ce qui nous vient, nous ne le dirons jamais vraiment parfaitement. On peut bien sûr s'y essayer, et c'est ce que propose d'ailleurs la psychanalyse, mais il faut garder à l'esprit qu'il n'y a que ça que nous puissions réellement faire. Essayer. Il y a plusieurs explications à cela. D'une part, la parfaite imperfection de la langue, qui découpe le monde comme elle peut, pour que nous puissions le dire et nous dire. Elle nous oblige à prendre maints et maints détours pour traduire notre pensée, nos ressentis, nos émotions. D'autre part, la mise en récit de cette vie intérieure suppose de fait un décalage avec le moment où elle est vécue. On se voit alors contraint de tenter de raconter, de mettre en mots l'indicible, l'inexplicable, parfois même l'impensable. Vous imaginez le bazar. De fait, la mise en récit qui se fait ne peut sans doute n'être rien d'autre qu'une fiction. Il s'agit, à chaque fois que la parole surgit, de produire un discours qui essaie d'imager et d'imaginer ce qui veut se dire pour que, éventuellement, l'autre puisse apercevoir des bribes de ce qui se passe à l'intérieur. Quel bazar, je vous dis. La communication, au sens de communiquer exactement ce que l'on pense et ressent, au-delà de l'adresse dont nous avons vu qu'elle est non seulement ni univoque ni certaine, est impossible. Et pourtant, nous n'avons de cesse de nous y essayer, même si elle est imaginaire, puisqu'elle n'est qu'une traduction impossible, une tentative de retranscription nécessairement incomplète et maladroite de ce qu'on a en nous. Bon, puisque c'est impossible cette histoire, à quoi bon s'échiner à mettre en récit et essayer de communiquer avec les autres, me direz-vous ? Excellente question, vous répondrai-je. Alors même que nous savons que la communication est impossible avec les autres et qu'elle n'est pas plus aisée avec nous-mêmes. Alors même que jamais nous ne pourrons tout dire, nous produisons continuellement du récit. D'où nous vient ce besoin aussi impérieux qu'absurde de dire. En tant qu'être humain, nous avons toutes et tous ce besoin de produire du récit, individuel et collectif. Bien sûr, quelque part l'exercice est vain, mais il n'en est pas moins vital. Il nous permet de penser l'origine, le début de la vie, et l'après-coup, la mort. Il se fait toujours en regard de ce qu'il y a de plus brûlant dans l'existence, à savoir la finitude. Nous savons que nous allons mourir, que tous ces récits, quelles que soient les formes qu'ils peuvent prendre, sont vains. Et pourtant, ce sont eux qui nous permettent de ne pas succomber à la folie face à cette absurde, éphémère qu'est la vie. Ce sont eux que nous souhaitons transmettre, et qui nous relient à une famille, ou plus largement, à une humanité. Alors nous mettons en récit, nous trouvons divers supports et nous produisons un discours continu et intermittent pour ne pas perdre le fil, avant qu'il ne soit coupé. Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.